Quels que soient nos passe-temps ou nos occupations, nous sommes toujours sûrs que rien ne nous arrivera. Étage 99 fois sur 100, ça ne marche pas. Mais dans ce cas précis, cela peut être douloureux ou dévastateur. Bien sûr, les accidents n'arrivent pas simplement. Nous les provoquons par négligence, excès de confiance et manque de concentration. Le coût financier mondial de ces accidents évitables pour les biens, l'équipement et les personnes est presque incalculable et c'est certainement le cas en termes de tragédie personnelle. Chaque pays a sa propre législation sur la santé et la sécurité industrielle qui fournit des codes de conduite pour pratiquement toutes les éventualités. Et chaque entreprise a ses propres interprétations internes de ces dernières, généralement intégrées dans les procédures opérationnelles standards. Ce programme examine la sécurité dans la salle blanche, les types de dangers et la réponse correcte aux urgences. Chaque personne entrant et travaillant dans une salle blanche, que ce soit de manière constante ou en tant que visiteur occasionnel, doit non seulement être compétente et qualifiée dans son activité professionnelle, mais également détenir des connaissances spécifiques et un comportement adapté à l'environnement de la salle blanche. De plus, adopter la bonne attitude envers la sécurité dans la salle blanche est tout aussi important car les effets et les coûts d'un accident, aussi petit soit-il, sont susceptibles d'être amplifiés par rapport à d'autres environnements industriels. Si la salle blanche est contaminée, il est probable que les matériaux et les produits devront être jetés ou, au moins, retravaillés et que tout devra être nettoyé et ramené à sa classe de fonctionnement. Mais avant tout, la sécurité dans la salle blanche concerne autant la création et le maintien d'un environnement de travail sûr pour les personnes qui y travaillent qu'elle ne l'est pour protéger le produit de la contamination. La plupart des accidents sont causés par des erreurs humaines et peuvent être évités grâce à des pratiques d'exploitation de salles blanches conscientes de la sécurité. En fin de compte, ceux qui travaillent dans les salles blanches, par définition, des personnes de grande responsabilité personnelle, sont eux-mêmes la clé de la sécurité dans la salle blanche. Il y a 4 groupes de dangers. Le premier, le feu. La deuxième, les explosions soit dues à une combustion rapide de matériaux ou à une réaction chimique qui entraîne une expansion rapide des gaz. Le troisième est la toxicité, aussi bien dans l'air que palpable. Le quatrième est physique, le type de dangers qui sont mécaniques, thermiques et électriques. Regardons-les tous un par un. Les salles blanches sont conçues avec la sécurité à l'esprit et sont principalement construites avec des matériaux résistants au feu. Tant que les pratiques opérationnelles correctes et sûres sont maintenues, elles devraient en elles-mêmes présenter un faible risque d'incendie. De l'ébauche du projet à la construction finale, la protection contre l'incendie est un thème constant. Les cloisons sont construites pour résister au feu pendant une période spécifiée et sont conçues pour séparer les salles de stockage et les zones d'usine des zones où les gens travaillent. Ces coupe-feux sont conçus pour minimiser la propagation du feu et de la fumée et peuvent créer des voies d'évacuation précieuses pour le personnel. Naturellement, on espère que la résistance au feu de la construction ne sera jamais testée et pour s'assurer qu'elle ne le soit jamais, les salles blanches sont également équipées de systèmes de détection et de protection contre l'incendie. Ces dispositifs sont conçus pour détecter un potentiel incendie avant qu'il ne constitue un danger sérieux pour les personnes. Le système le plus évident est l'alarme incendie qui, au moyen d'un signal audible, alerte les occupants de la salle blanche d'un danger potentiel. C'est le signal pour le personnel de mettre en œuvre leur formation et de suivre la procédure prévue et bien répétée pour évacuer l'installation. Naturellement, les systèmes automatiques, les détecteurs de fumée et de chaleur et les capteurs de flammes optiques, sont complétés par des postes d'alarme manuels où toute personne ayant découvert un incendie avant qu'il n'ait déclenché l'alarme automatique devrait initier l'alerte. En général, les stations d'alarme manuelles sont situées près des sorties. De nombreuses salles blanches sont équipées de sprinklers qui sont normalement situés au niveau du plafond, mais qui sont parfois installés dans des outils de processus et dans une partie de la tuyauterie de processus. Ils réagissent à la chaleur d'un incendie et sont destinés à empêcher sa propagation. Les incendies peuvent commencer pour diverses raisons,
Mais le surchauffage des équipements et des machines peut être une source d'ignition aussi efficace qu'un chiffon fumant dans une poubelle. Un mauvais entretien est généralement la cause. L'équipement qui est bien entretenu grâce à des procédures de maintenance planifiées est moins susceptible de tomber en panne. Il faut également se rappeler que beaucoup de produits chimiques utilisés dans la salle blanche peuvent faciliter voire déclencher la combustion s'ils entrent en contact avec certains autres matériaux. La majorité des décès par incendie résultent en fait de l'inhalation de fumées telles que le monoxyde de carbone ou l'oxyde nitreux. Donc, si une combustion se produit, qu'elle soit accidentelle ou délibérée, il faut à tout prix éviter les produits de combustion, la fumée et les autres matières en suspension dans l'air. Les risques d'explosion peuvent être évités par une manipulation correcte des matériaux. S'il est nécessaire, par exemple, de travailler avec un produit chimique réactif à l'eau, il doit exister une procédure opérationnelle standard pour garantir qu'il n'y a aucune possibilité que le matériel entre en contact avec de l'eau. De même, il faut empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables dans l'atmosphère au-delà de leur point d'éclair. Bien que le feu soit un danger significatif, il est heureusement assez rare. D'autres, comme les dangers toxiques par exemple, font beaucoup plus partie de la routine quotidienne d'une salle blanche. De nombreux processus, en particulier ceux liés aux applications des semi-conducteurs et biomédicales, utilisent des matières premières et intermédiaires qui sont dangereuses pour les humains. Il existe des systèmes de détection qui reniflent constamment l'air à la recherche de gaz échappés. Un type utilise un papier spécialement imprégné qui change de couleur en fonction de la concentration de gaz détectée. Plus la couleur est profonde, plus la concentration du gaz offensant est élevée. La calibration sensible des couleurs permet d'afficher avec précision les niveaux de gaz. Le système surveille plusieurs points dans la pièce en séquençant un certain nombre de différents nez qui reniflent tous une zone différente. Les gaz sont généralement contrôlés par les systèmes de traitement d'air de la salle blanche où le système d'évacuation des processus élimine directement les vapeurs, gaz ou fumées offensants. Les armoires de sécurité ou les unités d'isolement offrent une protection localisée aux personnes là où des risques biologiques s'appliquent. Et à ces endroits, et sur les bancs humides, les fours et les hottes, tout contaminant libéré est aspiré dans le système d'évacuation d'urgence et traité avant d'être dispersé dans l'atmosphère. C'est une ligne de défense cruciale pour le personnel. Il est si important que le système d'échappement du processus est presque toujours équipé d'une alimentation sans interruption pour se protéger contre une panne de l'alimentation publique. La deuxième ligne de défense est le haut taux de circulation de l'air à travers la salle blanche. Cela sert à diluer tout contaminant qui a réussi à s'échapper dans l'environnement. Il ne faut cependant pas oublier que certains des sous-produits formés pendant le traitement sont également potentiellement toxiques et doivent être traités avec autant de respect que les matières premières manifestement toxiques. Les machines ont été une source d'accidents et de blessures même avant le début de la révolution industrielle. Les salles blanches peuvent ne pas avoir beaucoup de génie filant ou de métiers à tisser à vapeur installés, mais l'équipement d'aujourd'hui peut toujours causer des blessures graves. Aujourd'hui, les dangers physiques sont plus susceptibles d'être liés à des chocs électriques, à des objets tombés sur les pieds ou les mains et à des brûlures causées par le toucher d'équipements chauds. Trop souvent, les opérateurs et le personnel d'entretien s'exposent eux-mêmes et les autres à des risques inutiles lors de l'ajustement des machines. Il devrait être évident pour tous que les gardes sont là pour protéger et qu'ils ne doivent pas être ouverts ou retirés pendant que l'équipement fonctionne, ou ils doivent être équipés de verrous électriques ou mécaniques pour qu'ils ne puissent pas être ouverts en cours d'utilisation. Les déversements sont une autre source potentielle de blessures physiques. Bien sûr, les déversements de matières dangereuses nécessitent une attention particulière. Ils peuvent être toxiques ou chimiques, mais même une fine couche d'eau restante après le nettoyage peut être dangereuse. Les matières dangereuses se présentent sous de nombreuses formes et beaucoup d'entre elles, comme l'IPA et l'acétone, sont couramment utilisées dans de nombreuses salles propres.
La définition stricte d'un matériau dangereux est celle qui est toxique ou cancérigène, corrosif, irritant ou sensibilisant, ou qui a des effets secondaires néfastes à court ou à long terme sur le corps. Il n'y a pas de limite de temps incluse dans cette définition. Et il est important de se protéger contre l'exposition régulière et soutenue à des substances qui peuvent causer des dommages sur une longue période de temps. C'est particulièrement important bien sûr lorsqu'on traite avec des matériaux qui ont de mauvaises caractéristiques d'alerte physiologique. Un bon exemple quotidien d'une telle substance est l'huile de moteur usagée. Beaucoup d'entre nous sont entrés en contact avec cela à un moment ou à un autre sans conséquences néfastes. Mais pour ceux qui travaillent avec tout le temps, cela peut causer de graves problèmes de peau et dans certains cas, le cancer. De même, les substances utilisées dans la salle blanche peuvent ne pas donner d'alerte par l'odeur ou l'irritation de la peau avant que l'exposition n'atteigne des niveaux dangereux. Les matières dangereuses, solides, liquides et gazeuses sont classées en 4 groupes génériques. Ces éléments sont inflammables, réactifs, corrosifs et toxiques. Une substance inflammable est une substance qui s'enflamme facilement et brûle rapidement. Le feu nécessite 3 éléments pour être allumé et maintenu. Un matériel qui brûlera. De l'oxygène, généralement de l'air, et une source d'ignition. Souvent cependant, la réaction de 2 ou plusieurs produits chimiques peut fournir une source d'oxygène, et dans certains cas, une chaleur suffisante pour générer une source d'allumage aussi. Tout matériel inflammable a des limites d'inflammabilité. Ce sont les proportions ou les rapports de la matière à l'oxydant potentiel qui permettent la combustion et sont exprimés en pourcentage du volume d'un gaz ou d'une vapeur dans l'air. Aux États-Unis, par exemple, ils sont appelés limites supérieures d'inflammabilité, UFL, et ailleurs, limite d'exposition supérieure ou UEL, et limite inférieure d'inflammabilité LFL ou limite d'exposition inférieure LEL. La combustion ne peut pas avoir lieu au-dessus et en dessous de ces limites, mais à l'intérieur de ces limites, si le mélange est allumé, il brûlera facilement. Dans les salles blanches, c'est la limite inférieure d'inflammabilité qui est la plus significative et il est essentiel que les matériaux inflammables soient contrôlés de manière à ce que leur concentration dans l'air soit maintenue bien en dessous de la limite inférieure. Les mêmes principes s'appliquent à la température d'un matériau. De nombreuses substances ont une température d'auto-inflammation au-dessus de laquelle une combustion spontanée est possible sans qu'aucune autre source d'allumage ne soit introduite. La température des substances inflammables ne doit jamais être autorisée à monter plus haut que 80% de leur température d'auto-allumage. Une substance réactive est une substance qui va vivement polymériser, se décomposer ou devenir autoréactive en raison d'un choc, d'une pression ou d'une température. Inclus dans la classe générale des substances réactives se trouvent les matières explosives, qui provoquent une libération immédiate de pression, de gaz et de chaleur lorsqu'elles sont soumises à des conditions défavorables. Ou bien des matériaux générant de la pression qui ont tendance à se polymériser spontanément lorsqu'ils sont exposés à des pressions accrues, à moins qu'ils ne soient protégés par un inhibiteur ou par réfrigération. Et des matières réactives à l'eau qui, comme leur description le suggère, réagissent avec l'eau en libérant de la chaleur et ou un gaz toxique inflammable. La troisième catégorie de matières dangereuses est les corrosifs. La définition d'un produit chimique corrosif est qu'il provoque une destruction visible ou des modifications irréversibles aux matériaux et aux tissus par réaction chimique au contact. Une substance corrosive peut également provoquer un taux de corrosion considérablement accéléré pour de nombreux métaux. La quatrième catégorie de risque concerne les matières toxiques. La définition d'une substance toxique est que des preuves montrent qu'elle provoque des dommages aigus ou chroniques à la santé. Lorsque vous travaillez avec une substance toxique, il est primordial d'être conscient et d'observer la valeur limite de seuil ou VLS en abrégé. Dans certains pays, cela est appelé la limite d'exposition professionnelle. Cela définit la concentration aérienne d'une substance à laquelle presque toutes les personnes peuvent être exposées chaque jour sans effet indésirable.
L'expression « presque tous » est importante car il existe une minorité de personnes qui peuvent être exceptionnellement sensibles à une chimie donnée et une surveillance attentive du personnel est essentielle pour identifier cette minorité. TLV est exprimé de 3 façons. La première, la moyenne pondérée dans le temps TLV ou TLV-TWA, est la concentration admissible de produits chimiques à laquelle une personne peut être exposée en toute sécurité pendant une journée typique de 8 heures et une semaine de 40 heures. La deuxième est la limite d'exposition à court terme TLV ou TLVL. C'est la concentration maximale sécuritaire à laquelle une personne peut être exposée pendant une période de 15 minutes. Il ne peut y avoir que 4 de ces périodes dans une journée et il doit y avoir un minimum de 60 minutes entre chacune. Troisièmement, le plafond TLV ou TLVC est la limite absolue d'exposition. Cela ne doit jamais être dépassé, pas même pour un instant. Il est également important de connaître la valeur IDLH d'une substance. C'est le niveau auquel le matériau toxique est immédiatement dangereux pour la vie et la santé. La valeur IDLH est utilisée pour sélectionner le type approprié de respirateur et est une mesure de la concentration maximale de produits chimiques à partir de laquelle on pourrait s'échapper en 30 minutes sans éprouver de symptômes incapacitants ou d'effets de santé irréversibles. La connaissance des caractéristiques d'un matériel est essentielle pour sa manipulation, son stockage et son élimination en toute sécurité. Les documents appelés fiches de données de sécurité, abrégés en FDS, contiennent toutes les informations nécessaires pour minimiser les risques posés par tout matériel dangereux. La FDS explique pourquoi une substance est dangereuse à manipuler, décrit les vêtements de protection et l'équipement nécessaire pour limiter l'exposition, donne des conseils sur les premiers soins en cas d'urgence, et énumère les précautions pour une manipulation sûre, le contrôle des déversements et l'élimination. Chaque installation dispose d'une FDS pour chaque substance dangereuse en usage. Souvent inclus dans les procédures opérationnelles standards et bien sûr, les données doivent être facilement accessibles pour référence à tout moment. Beaucoup de produits chimiques sont dangereux à la fois seuls et en combinaison avec d'autres. Il est donc important que les matériaux dangereux incompatibles soient stockés dans des zones séparées. Par exemple, les acides et les produits inflammables doivent être gardés loin l'un de l'autre, tout comme les acides et les bases, ainsi que les produits inflammables et les oxydants. Lorsqu'une substance arrive, elle doit toujours être accompagnée de sa FDS. Le personnel doit porter les vêtements de protection appropriés avant de commencer à manipuler le matériau et il faut faire attention lors du levage, du déplacement ou du transfert du produit chimique. Le personnel ne devrait jamais travailler à un rythme trop rapide. C'est une bonne pratique pour la salle blanche et une bonne pratique de sécurité. Lors du remplacement du produit chimique dans un outil mouillé, par exemple, le récipient ne doit pas être placé sur le sol. Dans la salle blanche, les produits chimiques inflammables et autres substances dangereuses doivent être transportés dans des conteneurs spécialement conçus pour les matières dangereuses. Ces conteneurs doivent être clairement marqués avec des symboles appropriés au type de danger ainsi que le nom du produit chimique concerné. Seul un produit chimique doit être déplacé à tout moment et transféré directement de son contenant au point où il sera utilisé. Il ne devrait pas être laissé dans une position intermédiaire. Les unités vides doivent être immédiatement recellées pour protéger contre la libération de vapeurs toxiques ou inflammables résiduelles et renvoyées aux transporteurs de matières dangereuses pour enlèvement et élimination. Encore une fois, les vêtements de protection appropriés, comme détaillé dans la FDS, doivent être portés en tout temps. Bien sûr, en ce qui concerne la sécurité en salle blanche, chaque usine doit décider de la compatibilité entre les vêtements de salle blanche, la sécurité et la protection personnelle. N'oubliez pas, les vêtements de salle blanche sont conçus pour protéger le produit de la personne et offrent une protection limitée contre les dangers. La plupart des vêtements de salle blanche sont fabriqués à partir de fibres de polyester 100%. Et bien qu'ils ne prennent pas facilement feu, il peut fondre à des températures supérieures à 121 degrés Celsius. C'est 250 degrés Fahrenheit. Et se calcinera à une température supérieure à 343 degrés Celsius, soit 6650 degrés Fahrenheit.
La fibre de polyester est également résistante aux acides et autres corrosifs. Cependant, les vêtements de salle blanche sont souvent fabriqués à partir de fibres tissées et ne constituent pas une barrière contre ces matériaux. Quel que soit le type de vêtements de salle blanche porté, il est peu probable qu'ils offrent une protection personnelle adéquate. Et lorsqu'on est exposé à des matériaux dangereux, il est obligatoire de porter des vêtements de protection appropriés, y compris des tabliers, des gants et une protection pour les yeux. Lors du chargement d'une substance dans un outil ou une machine, il faut éviter les déversements si possible. Lorsqu'il y a des déversements, l'opérateur doit consulter la fiche MSD avant de tenter de nettoyer. Cependant, une fois armé de la bonne procédure et si autorisé à le faire, le nettoyage devrait être effectué sans plus tarder. Pour un individu, les urgences se classent en 3 catégories. Ceux-ci, vous pouvez les gérer vous-même. Ceux qui vous obligent à informer les autres et à réagir en tant que membre d'une équipe. Et ceux qui nécessitent l'intervention d'un organisme extérieur comme le service d'incendie. Il est important que chaque membre du personnel sache comment différencier les 3 catégories. Ceci est souvent une question de politique d'entreprise individuelle. Par exemple, dans certaines entreprises, il peut être permis d'éteindre un petit incendie avec un extincteur portatif. D'autres, cependant, exigent que tous les incendies soient signalés au service d'incendie. Il est souligné que les individus ne doivent pas essayer de prendre en charge leur réponse personnelle aux urgences au-delà de ce que leur formation leur permet. Si les individus sont autorisés à combattre les petits incendies, il est essentiel qu'ils sachent quel type d'extincteur utiliser. Par exemple, s'il est à base d'eau, pour être utilisé sur le bois, le papier, les textiles et les tissus. Mousse à utiliser sur des liquides inflammables tels que les huiles, les graisses ou les alcools. Dioxyde de carbone pour l'électricité et certains liquides inflammables. Ou une poudre appelée tri de classe de produits chimiques secs aux États-Unis, qui peut être utilisée sur pratiquement tous les feux, y compris électriques et inflammables. Une réponse inappropriée, par exemple, en utilisant de l'eau sur un incendie électrique ou sur des produits chimiques par une personne non formée peut créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Il peut sembler qu'un petit déversement chimique est facile à nettoyer. Mais si elle est corrosive ou toxique, l'urgence pourrait devenir beaucoup plus sérieuse très rapidement si une personne volontaire mais non formée tente de l'enlever. Dans ces circonstances, la réponse à l'urgence devrait être effectuée par l'équipe appropriée formée à cet effet. Au sein de l'équipe, chaque personne aura un rôle spécifique et sera équipée, tant physiquement que par la formation, pour faire face à l'événement. Parfois, l'organisation sera assez grande pour employer une unité d'urgence professionnelle équipée pour faire face à la plupart des incidents avant l'arrivée des services publics de secours ou de pompiers. Il peut sembler que du temps précieux est perdu en attendant que l'équipe réponde. Cependant, une réaction plus rapide mais moins appropriée de la part d'une personne non formée pourrait aggraver les risques plutôt que de les résoudre. Tout le monde doit savoir comment prendre des mesures immédiates en cas d'urgence, comme le déversement accidentel d'un produit chimique sur soi ou sur un collègue, qu'il s'agisse de simples éclaboussures ou d'une saturation plus grave. Lorsque l'on travaille dans des salles blanches, il existe toujours la possibilité, aussi éloignée soit-elle, qu'un incident puisse créer la nécessité d'une évacuation. Que cela soit dû à un incendie ou à un danger toxique, il est essentiel qu'en cas d'urgence, chaque personne sache comment quitter rapidement l'installation. Et si leur route d'évasion principale est bloquée, comment utiliser leur itinéraire alternatif. Ils devraient également savoir où se trouvent les zones de rassemblement et comment les atteindre afin que tout le monde puisse être comptabilisé rapidement et efficacement. Ce programme a examiné les bases de la sécurité dans la salle blanche. Des considérations de sécurité qui sont intégrées dans la conception et la construction de la salle blanche, l'éventail des dangers rencontrés dans la salle blanche, les méthodes appropriées de manipulation et de stockage de ces matériaux, au type de matériaux dangereux susceptibles d'être rencontrés jusqu'à la manière dont les individus devraient réagir en cas d'urgence. Ce n'est pas destiné à être une prescription pour l'action, mais plutôt une introduction et un guide général pour aider à établir une attitude positive envers la sécurité. Chaque année, les accidents entraînent des pertes s'élevant à 1 million.
Beaucoup de ces accidents auraient pu être évités si les gens étaient plus conscients de la sécurité. La grande majorité des accidents sont causés par des erreurs humaines et peuvent principalement être évités par des pratiques sûres et rigoureuses en salle blanche. C'est la responsabilité de chaque individu de connaître ces pratiques sécuritaires et de les mettre en œuvre. La connaissance des risques potentiels et des moyens de les gérer est un outil important dans la prévention des accidents. Mais le plus important est d'avoir une attitude positive. Une conscience de la sécurité qui conditionne la routine quotidienne de chaque personne. L'essentiel est que l'individu responsable est la clé de la sécurité dans la salle blanche.